tisse l'ensemble des communications publicitaires. La publicité est accusée de priver la société en classes sociales, raciales, culturelles, en isolant les groupes d'appartenance jusqu'à la haine, d'avoir des propos et des images choquantes qui ne tiennent pas compte de la sensibilité du public. Les images, en effet, banalisent le sexe, la violence et la mort. Elle est accusée également de mensonges amenant le public à poursuivre un but irréaliste entraînant frustration, dépression, complexe, maladie et même suicide. Elle est accusée de perversion de l'humanité, de manipulation mentale sur l'ensemble des esprits, d'enfreindre la liberté de penser, liberté fondamentale de la Constitution de 1958. En cela, la publicité est accusée d'entraîner la ruine morale, financière et culturelle de l'humanité. Nous demandons ainsi l'indemnisation des préjudices subis, qui sont les préjudices moraux, financiers et culturels. La parole est à l'accusation. Alors j'appelle Monsieur Delgland de Damien pour le procès sur la pub Axe. Monsieur, veuillez lever vos micros sur ma droite et gardez-vous de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je te jure dire toute la vérité, toute la vérité. C'est là-bas. Monsieur Delgland, je vous prie tout d'abord de vous présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Damien Delgland, j'ai 29 ans. J'habite à Douai, dans le Nord. Je suis gestionnaire de rayon à Simple Market. Je souffre depuis mon enfance d'un mal-être. Je n'arrive pas à avoir quelconque rapport avec la gente féminine. J'ai beaucoup souffert depuis mon enfance. Je n'ai jamais eu une petite copine. Et un jour, j'ai vu en 2006 il y a une publicité Axe qui est sortie où on voit un jeune homme comme moi, simple, et qui sans doute quelques problèmes aussi à conquérir la gente féminine. Et, on le voit seul sur une plage en train de se passer du déodorant Axe et de nombreuses jeunes femmes se jettent sur lui. C'était quelque chose qui me paraissait. Je voulais reproduire puisque je souffrais de cette solitude. Et j'ai donc commencé à acheter ce déodorant et en mettre en grande quantité. Alors pour cela, M. Delgland, nous allons visionner la publicité Axe que vous nous parlez donc juste à l'instant pour vous montrer donc le problème que vous avez. Donc, vous me confirmez, M. Delgland, que suite à cette publicité, vous attendiez à ce que cet effet-là soit reproduit sur vous. Tout à fait, comme je vous le disais, c'était dans un élan de solitude très intense. Donc pour moi, la solution, c'était ce déodorant. Et j'en mettais tous les jours, 3 à 4 fois par jour. Mais au bout de. Je suis sorti en boîte de nuit, j'ai essayé de m'approcher de jeunes femmes et il n'y a eu aucun effet. Pourtant, cette pub qui se dit bien, plus t'en mets, plus t'en as. Le problème, c'est que moi, plus j'en mettais, moi j'en avais, donc ça ne marchait pas. Le concept du déodorant ne marchait pas. Donc il avait, comme vous avez dit, que le slogan est plus t'en mets, plus tu en as, et malheureusement, cela ne s'est pas vérifié. Alors j'aurais une question à vous poser par rapport à cela. Ce sont deux questions. Combien de déodorants avez-vous acheté? Et est-ce que vous pouvez nous mettre en avant un bilan chiffré? Donc on va dire que j'étais à 4-5 déodorants par semaine, parce que bon, fallait que ça. Je pensais que plus j'en mettais, plus j'en aurais finalement. Et donc après ça faisait aux alentours de on va dire 45 euros par mois, et sur l'année ça faisait quand même une dépense qui s'approchait des 500 euros. Donc c'est quand même une somme conséquente que j'ai finalement
gaspillé puisque la publicité était mensongère dans son message, puisque moi j'ai jamais eu de conquête féminine après avoir utilisé ce deux. Maître, avez-vous des questions? J'aurais oui, une question. Lorsque vous faites le ménage chez vous, admettons que vous utilisez du produit de la marque Monsieur Propre, est-ce que vous vous attendez en ouvrant le flacon à ce qu'un homme chauve arrive, claque des doigts et fasse le ménage à votre place? Non, ça n'a rien à voir, que là c'était la retransmission physique. Là, Monsieur Propre, on voit bien que c'est un homme qui n'est pas vraiment humain finalement. On voit bien que ce sont des femmes qui courent après l'homme qui est seul. Donc c'était de me retrouver dans cet homme. Et c'est dans le même type de publicité au ton volontairement décalé et humoristique. Moi je crois à la publicité, je crois à ce qu'on me raconte. Que le slogan c'était plus tendre qu'on en a. Donc moi j'en mettais de plus en plus. Finalement je n'avais rien au final. Moi je trouve que c'est une publicité mensongère qui m'a coûté énormément d'argent. Très bien, une dernière question. Avez-vous lu la notice du produit avant de l'utiliser? Oui, la notice du produit disait que l'effet, le spray que l'on mettait sur toi rendait les femmes folles. Dans la notice officielle d'utilisation? Qu'est-ce que vous entendez par la notice? La notice écrite sur la boîte ou sur le flacon. La notice d'utilisation qui reprend également les ingrédients repris dans le déodorant. Les ingrédients, après je ne suis pas dans les physiques pour raconter les effets que cela pourrait avoir sur le corps. Après, il est bien notifié que sur l'emballage du produit, sur le dos du produit, que lorsqu'on se vaporisait déodorant sur soi, on avait plus de chances d'avoir des conquêtes féminines. Moi j'y croyais. Très bien, merci. C'est bon, la défense m'a trouvé disposée. Merci. Maître, avez-vous un autre témoin? Oui, nous appelons Monsieur l'écureuil à la barre. Monsieur, veuillez lever votre main droite. Je vous de dire la vérité, toute la vérité, donc la vérité. Merci. Présentez-vous à la s'il vous plaît. Donc, Monsieur l'écureuil, je suis un ancien publicitaire. Et j'ai écrit un petit témoignage. On m'a demandé de témoigner. Allez-y. Donc j'ai été publicitaire. J'avais une longueur d'avance sur tout le monde, les modes, les tendances. J'avais le pouvoir de les lancer comme de les détruire. Je contrôlais la vie du consommateur moyen, je dictais ses envies, ses choix. J'étais l'incarnation du Tout-Puissant. Je pouvais manipuler la multitude en toute impunité. En vain, j'essayais tout de même d'effacer ce sinistre ambiance dans lequel je baignais. Dans cette atmosphère où seul le profit est de mise, malgré ma non-considération du consommateur, j'essayais d'élever le niveau culturel, moral, éthique même des spots publicitaires que je produisais. Malheureusement, les grands leaders pour lesquels je travaillais ne cherchaient rien de tout ça. Ils ne voulaient que les productions bateaux, leur cupidité prenant le pas sur tout le reste. Et j'étais payé outrancièrement pour ça. Pendant des années, j'ai erré dans un monde perverti par l'argent roi, en perdant toute humanité, ne sachant comment trouver le bonheur. Je ne pouvais m'exprimer. Mon travail n'était pas jugé à sa juste valeur, mais j'étais riche. L'argent, toujours l'argent. Qu'importe si l'on flouait le consommateur, le moment qu'il crachait son pognon. J'étais emporté par le courant du profit, j'étais dans une autre dimension. J'allais au-delà du réel, aussi bien métaphoriquement que littéralement. Car je prenais bon nombre de drogues pour rester actif dans le mouvement où l'efficacité spontanée était de mise. Ce besoin d'être en permanence à 100%, de faire partie de ce cercle vicieux où l'on dénie le réel tout en étant conscient de duper son monde. Mais un jour, j'ai littéralement pété les plombs. C'en était de trop. L'overdose m'a été fatale, mais dans un autre sens, elle m'a été vitale. Après une désintoxication, j'ai ouvert les yeux, en grand cette fois-ci, ce qui me permet de témoigner aujourd'hui. J'ai ouvert les yeux sur un monde auquel je ne voulais plus appartenir. J'ai ouvert les yeux sur un monde où l'on vit dans l'illusion, dans le déni du réel. Un monde qui n'existe que pour ceux qui en font partie. Mais à quel prix? À quoi bon se prostituer de la sorte? L'argent, le luxe, les femmes, tant de rêves d'adolescents qui, lorsqu'on les réalise de la sorte, deviennent dérisoires. C'est pour cela que je vais aujourd'hui vous mettre en garde contre la publicité. Je sais par qui elle est faite, pour qui, comment et dans quel but. La publicité n'est là que pour vous faire rêver, mais ces rêves-là ne se réalisent pas. Vous pensez que votre argent vous aidera à les réaliser,
mais ils aident juste les publicitaires à se payer des magnums de champagne et leurs cochons de cocaïne. Malheureusement, la publicité a une trop grande emprise sur le peuple, et les enjeux économiques sont trop grands. Mais je me devais de témoigner, car je suis sûrement le mieux placé pour en parler, et je n'ai plus rien à perdre. Ne vous laissez plus flouer, ouvrez les yeux. On en est arrivé à un point où l'on refuse d'accepter la réalité. On préfère croire en des illusions créées d'un unique but que de vous faire banquer. Ce beau monde dans lequel les publicitaires vous plongent n'est là que pour votre porte-monnaie. Ouvrez les yeux. Je ne m'autoproclame rien prophète de la bonne pensée ou de la morale. Je ne suis pas là pour mener un mouvement révolutionnaire. Je suis juste là pour vous donner la vérité, la pure vérité. Je n'ai rien à gagner à vous dire tout ceci, contrairement à ce que j'ai pu faire le reste de ma vie. Toute personne retrouve son bonheur où il peut le trouver, mais il est relativement triste de le toucher dans quelque chose de purement faux, à inventer de toutes pièces. Prenez conscience. Réveillez-vous et forgez votre propre opinion. Prenez du recul, ne vous laissez plus duper par la publicité et le déni de réalité dans lequel elle nous entraîne tous. Sortez de cette matrice et cherchez la vérité plutôt que de la contrôler. La publicité entole le monde et rend notre existence vaine. Elle nous endort, nous hypnotise. Réveillez-vous. L'accusation a-t-elle des questions? Il me semble que tout est dit. La défense? Oui, j'aurais une simple question. Votre témoignage ne résulterait pas plus... Votre témoignage ne résulterait pas plus de la haine due à la déstabilisation psychologique qui s'est peu à peu installée en vous due au rythme de travail effréné que vous avez mené pendant toutes ces années, puisqu'il me semble que vous ne portez pas tant là des accusations potentielles sur les effets négatifs de la publicité sur le public, mais plutôt sur votre dégoût personnel vis-à-vis des méthodes de création de cette dernière. Vous pouvez répéter? Non, j'ai compris, c'est bon. J'y ai abîmé ma santé. Et c'est vrai que je vise plus la cause que les conséquences. Le problème, c'est que la publicité, je le sais, elle est malsaine. Et, certes, les gens la croient s'ils le veulent, mais lorsqu'on sait pourquoi, on a toutes les raisons de croire qu'il faut être con. Savez-vous que la publicité embauche environ 200 000 personnes qui créent ces publicités? Pensez-vous que par cette création d'emplois, elle reste aussi malsaine que vous le prétendez? Oui. Très bien. Fontaine, monsieur Hubert de votre comtesse. Je travaille dans une grande agence publicitaire, de communication. Je préfère taire le nom. Je vous écoute. Alors, monsieur de votre comté, dites-nous quel est l'objectif de votre métier. Voilà. C'est de vous vendre du rêve. Et comment faites-vous rêver? Pardon? Comment faites-vous rêver? Avec des jolis visuels. Et un autre, un peu plus. La créativité. Quelle méthode utilisez-vous pour travailler? L'efficacité. Vous êtes ici pour nous prouver que la publicité a un effet malsain. Si vous êtes ici, pouvez-vous nous mettre en avant ce qui fait que la publicité est néfaste pour vous? Moi? Qu'est-ce que vous reprochez à la publicité? Peut-être d'être légèrement mensongère. Allez-y. Allez-y, allez-y. De proposer des produits, des services qui sont inaccessibles. Et tout ça à travers le rêve. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, si nous comprenons bien, c'est que votre métier est de faire vendre en faisant rêver. Oui. Et faire vendre des choses qui ne sont pas forcément accessibles aux consommateurs. Ou alors, plutôt difficilement. Très bien, il me semble que nous avons une question. La défense en a-t-elle?
Merci, monsieur. Madame Flechkovine là-bas. Et donc la vérité, Je le jure. allez-y. Présentez-vous s'il vous plaît. Donc, je m'appelle Colline Puech, j'ai 52 ans. Je vis à Orliac avec mon mari. Et nous avons une fille de 23 ans qui faisait ses études à Limoges, qui a arrêté maintenant depuis 2 mois à cause d'une anorexie aggravée. Pouvez-vous nous dire la cause de son anorexie s'il vous plaît? Cette anorexie est due au mannequin de la publicité. C'est-à-dire? Anna adore depuis son plus jeune âge le mannequinat et en grandissant, elle voulait avoir la même corpulence que toutes ses mannequins. D'accord. Du coup, quelles ont été les conséquences de cette maladie? Elle est en ce moment hospitalisée au CHU de Clermont. Elle ne fait plus que 35 kg pour 1m60. Son état se dégrade de jour en jour et elle n'accepte même plus les perfusions pour se nourrir. Comment avez-vous découvert la maladie de votre fille? Tous les soirs, Anna s'isolait dans sa chambre. Elle nous interdisait d'entrer. Les murs de sa chambre étaient remplis de pubs sur lesquels figuraient des mannequins d'une maigreur extrême. Et elle souhaitait vraiment être comme toutes ces mannequins. D'accord. Avez-vous pris contact avec un spécialiste suite à cette découverte? Oui, toutes les semaines, elle consultait son psychologue. J'ai une dernière question. Pensez-vous que son anorexie est due aux mannequins, aux publicités qu'elle pouvait voir et qu'elle admirait? Oui, parce que Anna adorait toutes ces mannequins, elle voulait y ressembler. Et si la pub choisissait des mannequins moins maigres, Anna ne serait pas dans cet état-là. Très bien, elle n'a plus de questions. Merci. Défense? Oui. Madame, pensez-vous que supprimant la publicité, ou en tout cas le choix des mannequins dans la publicité, votre fille ne serait pas également confrontée à ce genre de type physique féminin dans les magazines de mode, dans les émissions de télévision, également dans les clips vidéo, dans certains films, etc. Non, puisque Anna est en 3e année de médecine à Limoges, elle sait très bien les conséquences de cette maladie. Et pourtant, elle en a été victime en voyant les mannequins de la publicité. Oui. Et les autres mannequins qu'elle a pu voir sur d'autres supports n'ont pas du tout influencé également sa maladie. C'est également à cause de toutes les publicités qui puissent exister, mais surtout à cause des photographies des mannequins qui défilent pour des grands couturiers de mode. Donc le monde du mannequinat plus que la publicité en elle-même. Oui, mais le monde du mannequinat fait des publicités, donc... Vous pouvez disposer. Nous appelons à la barre Madame Fanny Dupuis, pédopsychiatre au CHU Clermont-Ferrand. Madame, levez votre main droite. Je vais vous dire la vérité, toute la vérité, toute la vérité. Je le jure. Allez-y. Docteur, pouvez-vous nous expliquer, avec des termes simples pour que la cour puisse comprendre, qu'est-ce que l'anorexie? Donc l'anorexie, c'est une maladie mentale qui pousse donc, en l'occurrence Anna, à moins se nourrir et à refuser toute alimentation par peur de prendre du poids. Donc en quoi la publicité a causé la maladie de votre patiente? Tout du moins, on pourrait dire en quoi la publicité peut influer certaines personnes à vouloir être plus minces ou ressembler plus à ce qu'ils veulent voir. Car la publicité forme un certain dictat de la minceur, donc toutes les jeunes filles souhaitent devenir comme toutes les mannequins qu'on voit dans les publicités. Et effectivement, Anna, plus jeune, était très attirée par le mannequinat et de ce fait s'identifiait beaucoup à toutes les mannequins, sauf qu'elle n'avait pas cherché plus loin à savoir si les photos étaient photoshopées ou non. Très bien. Vous avez parlé de personnes fragiles, mais est-ce que seulement les personnes un peu fragiles peuvent être touchées, influencées par la publicité? Non, toutes sortes de personnes peuvent être touchées, sauf que les personnes fragiles, comme ma patiente, sont plus à même à être touchées par l'anorexie que d'autres.
Une dernière question. Selon vous, la publicité est-elle responsable de l'état de votre patiente? Oui. Très bien, j'ai une petite question. Merci. Des questions? Bonjour. Ne pensez-vous pas que c'est l'éducation qui est mise en cause dans ce problème? Peut-être des parents qui accompagnent mieux leurs enfants vis-à-vis de ce problème, qui auraient peut-être discuté au préalable avec eux, auraient pu régler ceci. Je pense pas, car ses parents ont toujours été là pour elle. Même étant plus petite, quand elle aimait le mannequinat, elle n'a pas été anorexique pour autant. Et en plus de ça, elle fait des études de médecine, donc elle sait très bien à quoi s'attendre sur ce genre de maladie. Bien. C'était ma seule question. Nous avons Julie Charrière. Levez votre main droite. Je vais de dire la vérité, toute la vérité, la vérité. Merci. Vous pouvez procéder. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Julie Charrier. J'ai 40 ans et je suis aujourd'hui seule. Parlez un petit peu plus fort pour que la cour puisse vous entendre, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Donc, je suis aujourd'hui seule, très seule. Je ne sors plus de chez moi. Je suis isolée. Et d'où vient cet isolement? Et il y a 5 ans, j'étais une femme épanouie encore avec mon mari, des enfants. Donc aujourd'hui, j'ai perdu la garde. Donc, confrontée aux publicités de nouveaux produits constamment, j'ai donc perdu pied en voyant l'ampleur de ces publicités, de ce matraquage dans les rues. Donc, ce matraquage tentant de nous vendre constamment de nouveaux produits m'a fait perdre pied. Aujourd'hui, je suis anti-publicité, j'ai du mal à. Je ne peux pas avoir les marques, je suis mal. Et comment vous sentez-vous par rapport à ça? Je suis mal, je suis isolée, je n'ai plus de vie sociale, je ne vois plus que ma mère qui fait toutes les courses pour moi, en levant toutes sortes de packaging montrant une quelconque marque, une quelconque publicité, ça c'est mal. Donc voilà, et encore elle en a marre de moi, je vous le dis. Donc j'ai plus aucun contact, toutes ces nouvelles technologies je ne connais pas, je suis seule, donc ça m'attriste fortement. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. J'ai besoin d'aide. Je ne peux pas le faire toute seule. Si je n'y arrive pas, je penserai à une solution de non-retour. J'ai peur. Très peur. Très bien, j'ai une petite question. Petite question? À vous, la défense. Madame, peut-on dire que ce dont vous souffrez ressemble à une phobie? Objection, monsieur le juge, mon confrère n'est pas médecin. Et pourtant, quelle réaction avez-vous face à la publicité? Je me sens pas bien face à une publicité, ce matraquage. Je vis dans une grande ville et le fait de sortir de chez moi simplement m'horripile, c'est ma hantise, la publicité. Très bien. Vous réagissez donc, que cela soit reconnu ou pas, tout comme certaines autres personnes peuvent réagir face à des phobies. Par exemple, si vous étiez agoraphobe, accuseriez-vous la foule d'être coupable d'exister parce qu'elle vous fait peur? Non, bien entendu, mais la publicité, c'est voilà, tout le matraquage dans la ville, je ne supporte plus. Je pense que plusieurs personnes seraient dans mon cas s'ils se rendaient compte de l'ampleur de la publicité, de ses travers. Je vous remercie, je n'ai plus de questions. Pouvons-nous vérifier l'authenticité de cette maladie? Elle existe vraiment? Il faudrait, hélas, un médecin ou un psychologue afin de déterminer exactement ce dont elle souffre. Je pense qu'une aide médicale sera nécessaire. Objection. Je vais consulter ça. L'accusation a-t-elle d'autres témoins? Bien sûr. J'appelle Madame Joubert et Mélicie. Madame, levez votre main droite. Je vais te dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Merci. Madame, je vous écoute. Donc, bonjour, je m'appelle Nick Gobert, j'ai 28 ans. Donc, je suis avocate d'affaires sur Paris. Je suis ici pour vous parler de ce qui est arrivé à mon ami Tyler. Donc, Tyler avait 31 ans. Il était ingénieur en biotechnologie dans le domaine de la santé. Il travaillait à Biotech depuis 5 ans sur Paris. Il était un sportif accompli. Tyler est décédé des suites d'une chute du 9e étage de HLM. Nous étions chez ses parents pour le repas de midi. Il a ouvert la porte-fenêtre et s'est jeté dans le vide, après avoir bu une canette de la boisson énergisante supposée donner des ailes.
Lors de cette expédition sportive, depuis près de 2 mois, il consommait du Red Bull. Il m'assurait que cette boisson énergisante lui donnait de la force. Dans la publicité de Red Bull, il dit que Red Bull donne de la force, suivi de l'affirmation Red Bull donne des ailes. Ce midi-là, mon mari a vraiment cru qu'il allait brûler. Alors, comme pour M. Delblanc, nous allons montrer les ravages de la publicité. Donc, en l'occurrence, Red Bull. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, j'ai trop envie d'aller au club pour les grands. Quand les cochons ont des ailes, jeune homme. Mais c'est pas vrai. Et oui, Red Bull donne des ailes. Alors, pour ajouter plus de précision à ce qu'a dit Mme Gobert, je raconterai les différents arguments d'avoir nos confrères de l'opposition. Il est vrai que M. Gobert n'avait bien sûr, et vous le confirmez, pas bu d'alcool ni pris de substances qui auraient pu lui donner cet élan. Non, c'est confirmé par l'autopsie. Vous avez bien sûr dans les données. Donc cette analyse révèle bien que monsieur était sobre ce jour-là et qu'il n'y avait aucune présence de drogue dans son organisme. Voilà. Et j'ajouterai, si vous doutiez des capacités intellectuelles de M. Gobert et Madame Émilie Gobert pourra bien sûr le prouver aussi, et les papiers sont totalement aussi, nous avons pris le soin de vous les mettre sur la table. Il y a des tests d'évaluation que monsieur a réalisés quelques temps avant sa mort, réalisés par l'entreprise Biotech. Voilà, donc tous les ans, Biotech en fait vérifie que ces ingénieurs sont au maximum de leur capacité. Et donc vous pouvez voir que M. Gobert a bien réussi ce test. Et de plus, je me permettrai d'ajouter que monsieur a un QI de 160, ce qui est conséquent. Et donc c'est un QI qui est requis pour prétendre au poste d'ingénieur en biotechnologie à Biotech. Voilà, j'avais à rajouter de plus. D'accord. La défense a-t-elle des questions? Déjà, je tiens à nos condoléances pour ce tragique accident. Nous ne doutons pas effectivement de l'intelligence de votre défunt mari. Cependant, il faut dissocier intelligence, QI et naïveté. Je vous poserai d'abord une première question. Croyez-vous vous-même en ce slogan? Pour ma part, non, mais c'est vrai qu'on peut croire que c'est une véritable propriété du produit quand on voit le slogan. Et vu qu'il me disait, mon mari me disait que ça lui donnait de la force, dans les publicités de Red Bull, il est dit que Red Bull donne de la force. Et donc, pourquoi pas donner des ailes par contre. Très bien. Pensez-vous, et là je reprendrai un argument énoncé précédemment, qu'il faut donc également supprimer tous les films qui ne sont pas réalistes, de la même manière les livres, toutes les histoires mythologiques et tout ce qui ne se rapporte pas à la réalité pure, afin d'éviter tous ces petits accidents-là? Non, je ne pense pas qu'il faut arriver là, mais Red Bull aurait dû. Les publicitaires et Red Bull dans le cas présent se devaient de faire attention à la force du message qu'ils énoncent. D'accord. Bon. Juste une dernière précision. Ces publicités où on voit un personnage voler après avoir bu de la Red Bull ont été réalisées sous un taux d'iconicité plutôt faible. Bon, après nous pourrions faire le procès effectivement du slogan de cette marque, mais ceci est un autre débat. Je vous remercie. Merci. À la défense, avez-vous des témoins? Oui. Nous appelons Madame Manon. Madame, veuillez lever votre main droite et dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le fais. À vous, madame. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Donc, bonjour, je suis Mademoiselle Marie Manon. J'ai 32 ans et je suis mariée. J'ai actuellement une petite fille, Zoé, âgée de 6 ans. Très bien. Pouvez-vous nous décrire votre rapport avec la publicité, s'il vous plaît? Me concernant, je n'ai aucun problème avec la publicité. Pour moi, elle est justement signe de créativité, d'imagination et de rêve. Donc, souvent, on dit que la publicité nous influence, nous incite à consommer. Pour moi, c'est juste une facilité de dire cela et nous pouvons très bien avoir le contrôle sur nous-mêmes sans pour autant acheter tout ce qu'on voit dans la publicité.
Une dernière question. Comment faites-vous pour protéger vos enfants de la publicité? Alors je ne peux pas utiliser vraiment le mot protéger. Pour moi, j'éduque ma fille, j'arrête ses choix sur des programmes qui lui sont destinés, donc avec des publicités qui lui seront destinées également, sur des chaînes réservées à son âge. Donc pour moi justement ça va développer son sens critique plus tard, même sa créativité aussi. Je l'ai vu plusieurs fois par exemple dessiner ce qu'elle avait pu voir dans ses publicités, comme le dragon dans Prince de Vue par exemple. Donc, voilà. Très bien. C'était la dernière question, merci. L'accusation a-t-elle des questions? J'en aurais une à poser. Allez-y. Si la publicité n'est pas dangereuse, vous êtes malheureux, pourquoi avoir besoin de préserver ou de contrôler ces publicités pour vos enfants? Elle n'est pas vraiment dangereuse en elle-même, mais après il y a toujours des effets sur un enfant qui peuvent influencer son développement. Et de toute façon, tout ce qu'on a autour de nous peut être néfaste pour n'importe qui, que ce soit les films que l'on peut voir à la télé ou le quotidien, même quand on passe dans une rue, il peut arriver n'importe quoi. Donc après, justement, on a le pouvoir de contrôler cette publicité, de voir, justement, choisir ce que nos enfants vont pouvoir regarder. Et lorsque vous dites que votre enfant dessine ce qu'il voit à la télé, par rapport aux publicités, après, c'est à nous justement d'éduquer, comme je l'ai dit précédemment, et de ne pas le laisser enfermé dans cette publicité, comme encore dans n'importe quel domaine. Si vous le laissez dans la télé, il y a un risque qu'il s'enferme dans la publicité, comme dans les films en tout genre, ou autre chose. Donc c'est vraiment notre éducation qui prime, nous parents, sur tout le reste. Ce n'est pas la faute publicitaire, c'est à nous de programmer la vie de notre enfant comme ça. J'aurais une simple remarque. Oui. Je vous écoute. Dans les films, les séries, il y a des indications telles que interdit ou déconseillé au moins de 10 ans, 12 ans, 16 ans. Sur les publicités, ce n'est pas indiqué. Donc c'est purement à l'appréciation des personnes qui la regardent. Ce n'est pas indiqué, mais il y a des chaînes réservées pour justement. Donc c'est une sorte d'indication. Oui, quelqu'un choisit de mettre ces publicités. Peut-être que... Oui, mais il est choisi sur le bon programme, sur la bonne chaîne. C'est donc à l'appréciation purement personnelle de la personne qui le choisit. C'est aux parents, mais après, de toute façon, il n'y a pas de publicité néfaste en elle-même qui peut vraiment choquer l'enfant. Je n'en connais pas de telles qui passent à la télé ou même qui sont diffusées dans les rues. Donc s'il n'y a pas de publicité néfaste, il n'y a pas besoin de contrôle. Il y a toujours de l'éducation qui prime surtout, que ce soit pour ce genre d'effet. Objection patronale. S'il n'y a pas de publicité néfaste à première vue dans les programmes qui peuvent passer à la télévision, c'est parce que justement un premier contrôle est effectué. Et nous allons voir plus tard grâce à un prochain témoin. Vous pouvez vous asseoir. Nous appelons maintenant Madame Yamar à la partie. Bonjour. Bonjour Madame. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Donc, je m'appelle Léana, je suis chargée de communication au ministère de la Santé. Et donc au ministère de la Santé, nous faisons de la publicité institutionnelle. Donc, à quoi vous sert la publicité concrètement? Donc pour nous, la publicité est fondamentale. Elle sert à faire passer des messages importants du gouvernement aux citoyens et elle sert également à éduquer les fous. Très bien. Pouvez-vous nous donner des chiffres concrets qui nous permettent de nous rendre compte de l'efficacité de la publicité? Oui. Donc nous avons fait plusieurs publicités, comme par exemple les publicités manger 5 fruits et légumes par jour ou pratiquer une activité sportive régulière. Et grâce à ces publicités, nous avons pu constater que le taux d'obésité a diminué de 10% chez les enfants. Une dernière question. Quels sont les différents domaines sur lesquels vous agissez et vous souhaitez avoir un impact? Donc nous, on agit surtout sur la santé publique, mais il y a d'autres ministères qui, eux, agissent plutôt sur la sécurité, comme avec les publicités pour la sécurité routière. Alors j'aurais plus une remarque, une question. Les publicités dont vous
parlé, les publicités qui proviennent de l'État, qui sont à but purement informatif. Et d'ailleurs, beaucoup d'autres publicités ont cette vocation, mais nous ne viendrons pas dessus, représentent moins d'1% de ce qui peut passer sur les divers supports. Donc, si vous êtes à but purement informatif, on peut se demander quel est le but des 99%. Ensuite, vous avez parlé d'éduquer les foules. Je ne me trompe pas. Puis je dirais qu'il y a une autre personne qui a souhaité éduquer les foules. Et il s'appelait Hitler. S'il vous plaît, maître, nous ne sommes pas ici pour ça. Je retire, c'est pas grave. Je n'ai plus de questions. Merci, asseyez-vous. Avez-vous autre chose à rajouter? Merci, vous pouvez disposer. Donc nous allons appeler maintenant Madame Rodriguez. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Alors oui, je m'appelle Sandy Rodriguez, donc je suis membre du bureau de l'ARPP. Donc l'ARPP, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Donc on est un organisme de régulation visant à promouvoir des campagnes de communication, mais de façon responsable. Donc voilà. Simplement, comment régulez-vous la publicité et quels sont vos critères et vos méthodes de travail? Alors il y a des critères, je peux vous en citer certains. Donc tout d'abord la clarté du message, ensuite la loyauté vis-à-vis des concurrents pour des pubs comparatives, ensuite la présence donc, du logo, l'identification de la marque. Et après il faut utiliser un vocabulaire précis et connu par le public. Donc voilà pour certains critères. Ensuite, nous conseillons, donc nous agissons principalement sur les publicités télévisuelles, mais aussi les autres. On soumet un avis et après on valide ou non la diffusion de la publicité. Donc nous pouvons voir si vous voulez quelques exemples de publicités qui ont été interdites. Donc, comme vous pouvez le voir ici, cette première campagne de publicité est contre le tabagisme, donc c'est un message qui est bien trop explicite, que tout le monde peut comprendre, donc c'est pour ça qu'elle a été interdite. Ensuite, cette publicité, donc elle a été, certes, elle a été diffusée, mais elle a été ensuite censurée, suite donc au message, donc c'est une publicité qui est très sexiste, et qui est souligné par le slogan. Donc au moins 7 minutes d'intelligence par jour, en parlant des blondes. Donc il y a une atteinte aux femmes. Il y a d'autres images qui ont été beaucoup trop choquantes pour le public, qui sont explicites, sexistes et sexuelles, donc on voit la soumission, c'est pourquoi elles ont été censurées également. Donc voilà pour quelques exemples. Merci beaucoup. Une dernière remarque simplement, donc nous voyons qu'il y a effectivement donc un contrôle qui est mené en amont. Je tiens également à préciser que le procès nous parle de la publicité de manière générale et non de quelques exemples précis. Merci. L'accusation a-t-elle des questions à poser aux témoins? Bien sûr. On vous écoute, maître. Donc, vous avez parlé de régulation. C'est ça. Donc, moi, j'ai pris un exemple parmi tant d'autres d'une publicité pour période que je vais vous montrer en pièce à conviction, car je pense qu'elle se passe largement de commentaires.
Serge Gainsbourg, et elle date de 1976. À ce moment-là, elle avait été censurée et n'avait été diffusée qu'une dizaine de fois au cinéma. Donc j'imagine que rien n'a changé, puisqu'elle avait été censurée pour attentat à la pudeur et connotation sexuelle, que je pense que tout le monde a pu largement remarquer. Et, à ma grande surprise, elle a été rééditée très récemment et diffusée aux heures de grandes écoutes sur diverses chaînes télévisées. Il ne me semble pas que les pubs interdites que vous nous avez montrées avec les cigarettes soient moins osées que celles-ci, ou plus osées. Tout d'abord, il faut savoir que le message est implicite, donc vous avez compris, vous avez interprété la pub. On y voit ce que l'on comprend. Après, un enfant ne comprendrait pas forcément ce que vous avez pu comprendre, puisque le message donc est implicite. Ça s'adresse à une cible qui est adulte. Ensuite, il faut savoir qu'elle a été premièrement censurée, mais maintenant elle est diffusée, puisqu'il y a eu une évolution dans les mœurs. Les mentalités se sont développées et on a bien compris que cette pub n'est comprise que par les personnes, que par la public cible. Donc, cette pub est aussi implicite. On y voit ce que l'on veut y voir, et un enfant ne peut pas comprendre exactement comme pour la publicité. Le message est explicite. Alors, objection sur un terme purement biologique. Un enfant, effectivement, un enfant garçon, possède dès son plus jeune âge des attributs masculins, donc il est donc apte à éventuellement comprendre ce type de publicité. En revanche, un enfant qui n'a pas atteint la puberté ne pourra pas forcément comprendre la publicité précédente avec l'exemple de Perrier. Je pense que vous jouez avec les mots, car un enfant ne comprend pas la connotation qui veut être passée. C'est très bien. Je vous en remercie. Merci. Je vous asseoir. Vous aussi. Nous appelons maintenant Madame Delphine Dupont, s'il vous plaît. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Donc, je suis Delphine Dupont, je suis secrétaire médicale et je viens ici témoigner et pour faire part de mon bien-être quotidien, mon bien-être mental et vous dire que non, la publicité n'est pas néfaste et ne nuit absolument pas à ma vie. Très bien. Vous sentez-vous une sorte de harcèlement vis-à-vis de la publicité? Absolument pas. Que pensez-vous des slogans dits de caractère mensonger comme écoutez, ni moi-même ni dans mon entourage je connais de tels cas. J'ai été très surprise aujourd'hui de savoir que des personnes pouvaient réagir de cette manière. Donc pour moi, la publicité est quelque chose à prendre parfois au second degré. Et je ne comprends pas les témoignages que j'ai vus. Vous pensez donc que ce sont des cas isolés? Exactement. L'accusation a-t-elle des questions? Je souhaiterais juste dire que voilà, même si madame ne s'est pas sentie touchée par les publicités, certaines peuvent être choquées, comme nous avons vu l'exemple de la fille blonde qui possédait 7 minutes pour faire cuire sa nourriture. Je pense que certaines blondes peuvent être touchées par... Objection, votre honneur, cette publicité a été censurée. Bon, mais après cela... On peut être quand même scandalisé par cela et certaines personnes peuvent réagir plus mal que d'autres. Donc vous devriez respecter ce que les gens pensent et ce qu'ils peuvent interpréter. Voilà ce que j'ai. Donc, ce qu'a dit notre... Donc, en aucun cas, elle n'a dit que ces cas n'existaient pas et elle les respectait totalement. Ce sont seulement des cas isolés. C'est ce que nous avons voulu signaler. On peut peut-être aussi dire que votre témoin peut être aussi un cas isolé. Parce qu'elle... Il vient de témoigner de son entourage également. Exactement. Et l'entourage peut être S'il vous plaît, ça fait beaucoup de personnes isolées, je pense. Merci beaucoup. Vous pouvez disposer. Avez-vous d'autres témoins? Bien sûr. Nous allons appeler Madame Aurélie. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Aurélie Royer, j'ai 11
vous a apporté donc, concrètement la publicité? Donc, elle m'a permis de développer mon activité durablement sur le long terme, ce qui donne une certaine stabilité de l'emploi à travers les revenus engendrés par la publicité. Donc, publicité, ainsi que le consommateur. Et vous êtes influencé par celle-ci de manière à vendre toujours plus et donc en voulant, entre guillemets, trop influencer sur vos produits? Alors, il ne s'agit en aucun cas d'études mensongères. Il y a une réalité du produit que je vends bien grâce à un workshop qui est réalisé sur l'électroménager. De plus, je ne me pas sur le choix de la pub, le message. On ne pose pas de contraintes. Mon activité repose sur la réalité des produits et des services proposés par un Français. Vous êtes donc d'accord pour dire qu'une publicité peut permettre de vendre, d'augmenter le chiffre d'affaires, etc., sans être mensongère, sans être nocive, sans être tendancieuse, et que donc ce n'est pas tellement en soi la publicité qui est coupable, mais peut-être parfois la manière dont elle est tournée ou utilisée par certaines marques précises. Très bien, je vous remercie, je n'ai pas de questions. L'accusation a-t-elle des questions? Allez-y. Comment avez-vous été amené à faire de la publicité? J'ai fait mes études en communication qui m'ont amené à par la suite dériver sur ce domaine. Et pourquoi faites-vous de la publicité pour rentrer dans la vie? Pour vendre. Pour vendre. Merci. Vous pouvez disposer. Monsieur Bonafette, vous pouvez vous présenter, monsieur Bonafette, s'il vous plaît? Donc, je suis Bonafette Tarblier, j'ai 62 ans et je suis acteur. Donc, vous avez sûrement dû me voir dans la publicité de Père Ducrot. Pouvez-vous nous raconter comment la publicité vous a permis de trouver l'emploi? Donc, la publicité a été une grande aide pour moi, car elle m'a permis de trouver un travail et ainsi d'être célèbre dans le domaine du théâtre et du cinéma. Vous nous énoncez rapidement quels sont les types d'emplois créés par la publicité? Donc la publicité permet de créer de nombreux emplois, notamment donc, les acteurs, comme moi, mais je connais aussi, j'ai une grande amie, donc Vanessa Paradis, qui a pu se faire connaître grâce à la publicité, dont la publicité de Coco Chanel qui a été réalisée par Jean-Paul Goude. Elle peut donc créer comme emploi les réalisateurs, donc Jean-Paul Goude, Bertrand Tavernier. Il y a aussi les doubleurs, donc la personne qui double la publicité de sa marque qui a pu ainsi trouver du travail. Il y a aussi les techniciens, les ingénieurs du son et plein d'autres. Très bien. L'accusation a-t-elle des questions à poser à notre... Ah oui, je tenais aussi à dire que, pour finir sur un point positif, c'est que la publicité, ça change tout. Enfin, la publicité, ça change tout. C'est l'embarrassage. La publicité se décarcasse et ça change tout. Merci. Avez-vous des questions? Vous avez parlé de votre grande amie Vanessa Paradis. Oui. Il me semble qu'elle était déjà connue avant Et non. de faire de la Non, publicité. Je ne vais pas chanter, mais il y a une chanson qui s'appelle Joe le taxi qu'elle a fait avant. Abrégé, aller droit au but. Je suis en train de le dire. J'étais absolument sûr que vous alliez me donner cet exemple, mais malheureusement, elle a notamment pu chanter donc Joe le taxi, mais ça n'a pas du tout marché cette chanson. Et grâce à la publicité, elle a pu se faire connaître. J'en ai discuté avec elle et Joe le taxi n'a pas été de grand succès. Madame le juge, mesdames et messieurs les jurés, qui accusons-nous aujourd'hui? La publicité. Tout d'abord, qu'est-ce que la publicité? Blaise Cendrars a cru au début du XXe siècle que c'était, je cite, la fleur de la vie contemporaine. Il parlait en poète. Dans la réalité, la publicité n'est ni un art, ni une culture. C'est un ensemble de messages
émis par une entreprise au sujet d'un produit afin d'inciter un public à en faire l'acquisition. Acquisition, cela suppose de l'argent dépensé et de l'argent gagné. Dépensé par les consommateurs, vous et moi, gens ordinaires, qui gagnons notre argent à la sueur de notre front. Gagné par les entreprises et les agences conseillères de ces entreprises. Les dites entreprises elles-mêmes dépensent une partie de leur chiffre d'affaires en campagnes coûteuses et répétitives dont elles ne peuvent se passer si elles veulent exister. Du moins, c'est le discours des agences de publicité. Tout cela génère un flot de capitaux évalué pour la France à 13,3 milliards d'euros. Comment peut-on accepter que des organismes spécialistes de la communication s'enrichissent en manipulant les cerveaux des producteurs comme des consommateurs? On interdit la propagande, il faudrait interdire la publicité. Mais auparavant, elle doit payer pour ses crimes. Et vous êtes là pour cela. J'attire votre attention, mesdames et messieurs les jurés, sur le monde qui nous entoure. Nous sommes envahis par un tsunami de publicité. Dans les rues, nos boîtes aux lettres, nos boîtes mail, à la télévision. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous êtes face à la publicité. Et le pire est qu'une certaine habitude s'est instaurée et qu'on finit par ne même plus voir, ne même plus la voir en tant que telle. Elle est tellement omniprésente qu'on la retrouve dans le langage courant, comme les termes sopalin au lieu d'essuie-tout, frigo au lieu de réfrigérateur, et tous les sodas sont des Fanta, des Cola, des Coca. Depuis les années 60, les marques ont squatté le dictionnaire français, les noms propres se faisant passer pour des noms communs. Or, la langue représente notre fonctionnement intellectuel. La publicité a envahi nos cerveaux. Et on en est arrivé à cette profession de foi de Francis Lelay, directeur de la télé, qui justifie la médiocrité des programmes comme des temps de repos nécessaires pour mieux écouter le message publicitaire. La publicité est donc omniprésente de nos jours. Elle est une communication de masse et son but est de se développer toujours plus et de s'installer dans la durée. Pour ce faire, elle s'est rendue indispensable. Ce sont les recettes publicitaires qui permettent aux journaux de survivre, à la télévision de créer et pour finir à la radio de payer ses journalistes. La publicité s'implante partout afin de toucher un maximum ses cibles. Nous. Mais à quoi sert-elle? On serait tenté de dire qu'elle donne une bonne image et une excellente visibilité aux entreprises qui vendent leurs produits, qu'elle permet de faire vivre la concurrence, qu'elle fait vivre l'économie mondiale, qu'elle fait vendre du rêve aux probables consommateurs. On serait encore tenté de dire qu'elle embellit la vie et le regard de la personne. Mais la publicité ne cacherait-elle pas une certaine manipulation et une exagération afin d'appâter ses proies, de leur faire croire que le monde est beau et sans souci, qu'un produit peut à lui seul produire du bonheur et changer la vie des gens? La publicité nous montre un monde utopique, où tout est parfait, une vérité tronquée, comme dans le film de Peter Weir, The Truman Show. Le film raconte la vie d'un homme, Truman Burbank, star d'une télé-réalité à son insu. Depuis sa naissance, son monde n'est qu'un gigantesque plateau de tournage. Tous ceux qui l'entourent sont des acteurs. Lui seul ignore la réalité. Truman vit dans un monde où il fait toujours beau, où la pelouse est toujours verte. Les habitants sont gentils, aimables, beaux et bien coiffés. Le stéréotype de la ville parfaite. Or, les stéréotypes,
sont le fonds de commerce de la communication publicitaire. Les acteurs de publicité doivent être beaux, minces, musclés, jeunes, souriants et de préférence très peu vêtus pour exhiber leur corps. Tout cela dans le but de faire vendre du sexe pour vendre. Cela vous choque? Pourtant, même pour vous vendre des yaourts, ils choisissent une jolie jeune femme, très peu vêtue, qui simule l'orgasme en mangeant une cuillère de yaourt. Mais dans le fond, qu'est-ce que vous attendez d'un yaourt? Qu'il ait bon goût, que sa texture soit agréable, qu'il ne soit pas trop amer ou acide. Mais est-ce que vous attendez de ce yaourt qu'il vous rende jeune, belle, comme l'actrice qui vous le présente, ou qu'il vous apporte du calcium et des vitamines, ou encore qu'il vous permette de finir votre repas? Machine à illusion. La publicité utilise un outil imparable, Photoshop. Elle ne vous montre même pas le réel. Le but de la publicité est de vous plaire, vous séduire, pour que dans un premier temps, vous vous souveniez de la marque, du produit, et que lorsque vous serez en train de faire vos courses, vous achetiez ce produit dont vous avez tant envie à cause de la publicité. Les publicitaires manipulent votre subconscient. Vous pensez désirer ce nouveau produit parce qu'il a l'air appétissant, qu'il est bon pour la ligne, mais c'est la publicité qui vous fait le désirer. Si vous n'avez pas entendu le spot radio ou vu la publicité à la télé, l'affiche ou encore la bannière sur vos sites internet préférés 500 fois dans la même semaine, vous n'auriez probablement pas eu envie d'acheter ce produit. Mais au-delà de la promotion des produits, la pub peut aussi promouvoir des hommes ou des femmes, vanter un lieu touristique, une organisation gouvernementale, ainsi que des événements sportifs ou culturels. Autant dire qu'elle se prend pour un mentor, un précepteur, la gardienne de la morale et des bonnes mœurs. Elle surpasse en pouvoir toutes les instances éducatives qu'elle supplante. Face à elle, le discours des parents, des enseignants est occulté. La publicité peut alors viser des changements de comportement ou la promotion des valeurs considérées comme positives ou bénéfiques au niveau de l'économie, mettre en garde contre les drogues, inciter au respect de l'environnement ou encore promouvoir la prévention routière. Notre monde est donc envahi de publicité et ça ne vous effraie pas. Essayons de rester lucides et parlons un peu d'histoire. Si je vous dis Hitler, Staline, vous pensez à des dictateurs qui usent de la propagande pour endoctriner le peuple et leur faire croire que leur avis était le bon. Vous ne voyez toujours pas le rapport. Nous pourrions facilement assimiler la publicité à la propagande. La publicité influence votre avis, votre opinion et essaye de vous pousser à faire une action dont nous ne sommes pas forcément réellement initiateurs. La publicité influence notre libre arbitre et nous laisse croire que cet acte est le nôtre, au même titre que les dictateurs influencent les peuples. Son discours positif endort la conscience tel un hypnotiseur sur une scène de spectacle. J'accuse donc la publicité de manipulation de l'action publique, de créer le besoin pour tout. Je l'accuse aussi de pervertir les esprits, d'imposer la dictature de l'audimat. Et je l'accuse de nous dire comment nous habiller, quoi manger, quoi fumer, quoi boire, avec quoi nous essuyer les mains, nous laver le corps. Je l'accuse de conditionner nos vies, nos rêves et nos amours. Moi qui vous parle, je suis un pur produit de consommation. Je m'habille dans une chaîne vestimentaire. Dans mes loisirs, je porte un Levi's et j'ai pris mes lunettes chez Afflelou. Et ma prochaine acquisition de fin de carrière sera une Porsche. Vous êtes des pubs ambulantes. Nous sommes la meilleure publicité pour les autres. Nous nous contaminons mutuellement, telle la peste.
Pensez-vous toujours être libre? Libre de vos choix, de vos envies? Le seul art que je reconnais à la publicité est celui de la séduction. Elle manipule par le son, l'image, les idées du plus grand nombre possible de personnes. Et vous avez vu défiler devant vous un bel échantillon de misère humaine, de victimes dévastées par les pièges publicitaires. Madame le juge, mesdames et messieurs les jurés, je voudrais que vous considériez la publicité comme une coupable, une criminelle dont l'hypocrisie constitue une circonstance aggravante. En la condamnant à disparaître, vous retrouverez votre liberté. Vous ne serez plus les hommes enchaînés et immobilisés dans une demeure souterraine qui tournent le dos à l'entrée et ne voient que leurs ombres et celles d'objets projetés au loin derrière eux. Vous ouvrirez les yeux sur l'essentiel de la vie sans vous encombrer du superflu. Vous déciderez par vous-même ce que sera votre bonheur. Retournez-vous, faites exploser la caverne et pensez par vous-même. Ne soyez plus des moutons qui suivent le troupeau et se contentent de consommer. La société évolue, nous sommes de plus en plus intelligents. Alors, ne vous laissez plus faire, ne vous laissez plus contrôler et ne laissez plus la publicité vous conditionner. Quelle éloquence, maître. Merci. À votre tour. Mesdames et messieurs, je serai plus succincte, mon théâtral et j'irai droit au but. Afin de vous montrer que la publicité n'est pas une sorte d'invasion extraterrestre, en tout cas pas plus que le reste des technologies modernes que nous connaissons aujourd'hui, laissez-moi commencer par une introduction qui me permet de citer le passage du livre « Publicité et psychologie » de Nathalie Blanc et Julien Vidal. On peut trouver pages 15 à 16 le texte suivant. À travers la publicité, c'est la société qui s'exprime et qui se parle à elle-même. Exposé à une publicité, l'individu va traiter, ne serait-ce que brièvement, certains de ces éléments, comme le message, la marque ou encore le visuel présenté. Ce traitement fait écho à certains des propres paramètres de l'individu, comme son état émotionnel ou sa motivation. À ce titre, la publicité constitue un formidable champ d'investigation qui se situe au carrefour de la perception, de la compréhension, de la mémoire, bref, au centre de la cognition humaine. Fin de citation. Afin que vous puissiez suivre ma pensée, je vais reprendre les actes d'accusation dans leur ordre de citation. Cliver la société en classes sociales, raciales, culturelles, isolant les groupes d'appartenance jusqu'à la haine. À cela, je répondrai. En effet, la publicité entre dans nos mœurs, on appelle cela l'évolution, et nous divertit. Elle crée des phénomènes de société et nous donne une culture. Je pourrais prendre par exemple parfait, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice, et autres punchlines du genre que nous reprenons dans notre quotidien. Nous pourrions donc plutôt dire qu'elle favorise la fédération des membres de la cité dans cette société où chacun s'individualise de plus en plus en créant une culture commune. Face à l'inégalité constante dont nous sommes victimes au quotidien, nous sommes égaux face à cette publicité, puisque c'est par elle et pour chacun de nous, que cette publicité existe, dans notre ensemble, mais également dans nos individualités. J'entends par individualité qu'elle reconnaît qu'au sein d'une même société, des groupes culturels soient marqués et se diversifient. N'est-ce pas cela qui nous permet également d'être reconnus en tant qu'individus? Propos et images choquantes qui ne tiennent pas compte de la sensibilité du public. Les images banalisent sexe, violence et mort. En ce qui concerne les images choquantes, la publicité n'est encore une fois pas responsable de l'effet que cela peut avoir sur le public. L'éducation, la morale, l'état psychologique de chacun de nous rentrent en compte. Il est plutôt ici question du point de vue et de réflexe à adopter vis-à-vis de cette publicité. De plus, le téléspectateur est libre de couper le son, de zapper, de tourner la page s'il ne veut pas regarder la publicité. L'objet de votre accusation ne s'applique pas qu'à la publicité, car chaque jour, le public est confronté par le biais des journaux télévisés, des films, des clips vidéo, à des images choquantes.
La publicité, donc, ne fait que transposer une certaine réalité de notre société actuelle. Parlons maintenant de l'accusation de mensonge, amenant le public à poursuivre un but irréaliste, entraînant frustration, dépression, complexe, maladie et même suicide. Je vous répète alors que personne, d'une part, ne nous oblige à rester devant la télévision, à regarder les affiches ou encore à écouter les spots radio. On me parlerait de matraquage publicitaire, ce à quoi je répondrais qu'il est obligatoire pour la mémorisation en vue du moment de l'achat. Parce que oui, le but premier de la publicité est de promouvoir une marque ou un produit. La publicité est-elle mensongère? Des lois régissent la fabrication, la vente et la diffusion de cette publicité. Il faut également lire les notices des produits que l'on achète. Ne pas croire les publicités au pied de la lettre, de la même manière qu'on ne croit pas un film ou tout ce qui se passe dans un film au pied de la lettre. La pub n'est donc pas responsable de la crédulité des gens et de leur éducation. Accusée de perversion de l'humanité, de manipulation mentale sur l'ensemble des esprits, de génocide légal de la liberté de penser, nous restons maîtres de nos pensées, malgré des publicités qui sont communes aux personnes d'une même société. Les individus ne possèdent pas tous la même façon de penser et les mêmes idées. Certes, la publicité est incontournable et tous les individus y sont exposés chaque jour. Mais comment pouvez-vous rendre la publicité responsable d'une attitude qui dépend et concerne des individus isolés? Pour ce qui est de la perversion, je vous laisse vous référer à ce que j'ai déjà dit un peu plus tôt. En cela, la publicité est donc accusée d'entraîner la ruine morale, financière et culturelle de l'humanité, de modification des habitudes culturelles. Culturelles, au contraire, elle nous permet de nous faire découvrir des artistes, comme on l'a dit précédemment, des musiciens, des graphistes, des acteurs et j'en passe. Elle est un art à part entière, car elle demande beaucoup de créativité, d'inventivité et réunit différents corps de métiers du domaine artistique. Elle est de plus une référence culturelle et reprend et diffuse au grand public des références culturelles que nous possédons. Elle possède également un impact éducatif pour ce qu'il s'agit des publicités institutionnelles du gouvernement. J'ajouterai enfin qu'elle a permis de diverses manières de créer des emplois, de permettre la consommation et donc par consommation du public, l'augmentation du PIB, donc la croissance également du pays. Elle nous permet de rêver, de nourrir le dialogue, de nous divertir, de nous sensibiliser, de nous informer, et tout cela en réunissant les peuples, même à travers la culture de la publicité étrangère, puisqu'elle génère parfois des buzz planétaires. Et puisqu'elle promeut auprès d'un public ciblé, elle s'adapte à lui. Ce n'est donc pas la publicité qui change la société, mais la société qui change la communication publicitaire. Merci. Merci, maître. Vous êtes sur place. Nous allons procéder à la délibération. Donc, pour la délibération, 3 personnes ont voté contre la publicité, la communication publicitaire. 3 se sont abstenus et le reste est pour. Je déclare la communication publicitaire non coupable.